Les marais du Cotentin et du Bessin. 27 000 hectares de zones humides situées entre la Manche et le Calvados. Pendant l'hiver, fréquemment, les rivières débordent, les nappes phréatiques remontent et ces verts pâturages se couvrent alors d'une pellicule d'eau. C'est le phénomène de la blanchie. On prend alors plus nettement conscience de la frontière entre les terres basses des marais et le paysage de bocage dans lequel elles s'insèrent. Ce milieu singulier abrite non seulement une faune et une flore spécifiques, lieu d'étape sur le trajet de nombreux oiseaux migrateurs, il constitue notamment une réserve ornithologique de première importance. Mais sa géographie a contribué à forger par ailleurs des pratiques et un mode de vie qui lui sont propres, que ce soit au niveau des activités agricoles, de chasse, de pêche ou au niveau de l'habitat. Mais les marais sont un milieu dont l'équilibre est fragile. Environnement fortement anthropisé, le maintien de son écosystème et donc de sa biodiversité demande des efforts et une attention continue de la part des hommes. On l'aura compris, l'élément clé qui régit cet univers est évidemment l'eau, et pour ce premier numéro de L'Envol, nous allons nous pencher sur les modalités de sa gestion au sein du parc. Mais avant, nous allons vous raconter une histoire, celle qui a opposé depuis des siècles les habitants des marais aux incursions de la mer dans les terres basses. Celle d'une guerre perpétuelle dont l'enjeu est la conquête sur la mer de terres destinées à l'agriculture. Rendez-vous donc en première ligne face à la mer, en BDV, terminus des 4 principales rivières qui parcourent cet espace des marais. Alors nous sommes à la pointe de Brévent et on peut dire que à l'époque très ancienne, disons, si on remonte avant le XVIIe siècle, c'était pas une pointe de Brévent, la pointe se situait bien en amont, puisqu'ici c'était la mer. Milieu XIXe siècle, les 4 principales rivières, fleuves d'ailleurs, qui se jetaient dans cette baie ont été canalisées en 2 canaux de part et d'autre, donc de cette pointe de Brévent, pour assainir les terrains en canalisant ces rivières qui avaient des velléités un petit peu de divaguer compte tenu de la morphologie, de la géomorphologie locale. Si la finalité de cette conquête sur la mer a été de dégager de nouvelles terres agricoles, elle a aussi permis de désenclaver un espace offrant parfois des conditions de vie difficiles à ses habitants. C'était des zones où il n'y avait pas de voie de circulation déjà, il n'y avait pas de route, on ne pouvait pas construire. Pour faire un chemin dans un marais, il fallait des tonnes et des tonnes de pierres parce que sinon ça s'enfonçait. C'était des zones aussi où il y avait des maladies, puisqu'il y avait le paludisme. Le paludisme a existé encore tardivement, mais rien n'était vraiment organisé. Contrairement dès le XVIIIe siècle, avec l'assèchement des marais, qui était une volonté au niveau royal, et au XIXe siècle, avec le développement économique et les moyens techniques, ça a été des canalisations de plus grande importance. Les marais ont été aussi l'objet de vastes campagnes de poldérisation. À quelques encablures de la pointe de Brévent, le phénomène est particulièrement visible. Ça a permis aux habitants donc d'avoir des terrains supplémentaires. Dans cette partie de la BDV, c'était plutôt des terres propres au pâturage. Et donc la commune de Brévent a cette particularité d'avoir doublé sa superficie à partir du XVIIIe siècle par l'action de l'homme, la construction des digues, le creusement de chenaux pour évacuer les eaux et l'entretien surtout de ces digues, puisque c'était toujours l'objet d'inquiétude dès qu'il y avait une grande marée, dès qu'il y avait une tempête. La rupture de digues est dans la mémoire collective des gens de Brévent, puisque c'était le risque d'inondation et de reprise par la mer des terres difficilement conquises. Parmi l'arsenal à la disposition des habitants des marais, nous l'avons vu, la canalisation des principaux cours d'eau, la construction des digues, le creusement des fossés d'écoulement, mais aussi plus emblématique, les portes à flot, outil aussi simple que génial. La vague que nous apercevons, le mascaret, est liée à la marée montante. Une telle vague était capable de remonter bien loin dans les terres auparavant, les rendant du même coup impropres à la culture. Mais aujourd'hui, les porte à flot ici ont été installés en 1826
Et donc depuis cette date-là, la mer ne remonte plus dans les marais sur la Vire. Et donc c'est un système extrêmement simple qui, sans qu'il y ait de présence humaine, se ferme et s'ouvre tout naturellement et mécaniquement. Si ces porte-à-flots-là n'existaient pas, tous les marais seraient recouverts d'eau de mer, en particulier en grande marée. L'ensemble de ces marais sont gérés par des systèmes de vannage. Donc, en amont des porte-à-flots se trouvent des systèmes de vannage qui permettent de réguler le niveau d'eau dans les marais et donc de permettre, en fonction des saisons, d'avoir des niveaux d'eau qui correspondent aux différents usages du marais. Donc, le principal usage, c'est l'activité agricole. Donc, c'est les associations syndicales de propriétaires qui sont regroupées pour gérer les niveaux d'eau dans les marais en fonction essentiellement de l'usage agricole. Gérard Vautier est président de l'association des bas-fonds de la Taute, qui regroupe les exploitants et usagers de cette partie des marais. Elle y assure la gestion des niveaux d'eau, ainsi que l'entretien du réseau de canalisation et de fossés. C'est à lui qu'incombe la charge de régler les niveaux d'eau en amont du barrage. Une responsabilité quand on sait qu'en actionnant ses vannes, il agit sur l'ensemble du système hydraulique de la vallée de la Taute. Voilà, la règle de cote est ici, donc vous voyez, on est à la cote 1,80, donc ça va bien. Ces barrages sont automatisés. Quand il y a un temps normal, ça se fait automatiquement. Par contre, s'il y a un gros coup d'eau, un orage, je suis obligé de manœuvrer les barrages en manuel. Donc je lève les barrages, je laisse ouverts pour évacuer toute l'eau de la rivière. Mais agir sur la hauteur de l'eau dans les marais revient à favoriser l'un ou l'autre de ces usages. L'agriculture, bien sûr, les marais sont réputés d'excellentes terres de pâturage, la chasse, principalement de gibier d'eau, la pêche, le tourisme, la navigation fluviale et la préservation du milieu. Je vais vous expliquer quand même le règlement d'eau, c'est-à-dire que du 15 décembre au 15 février, je ferme les barrages, je laisse les barrages en bas pour garder une nappe affleurante dans le marais. Les chasseurs voudraient de l'eau quand même jusqu'au 15 avril au moins pour une nappe affleurante, pour que les oiseaux restent, pour la nidification et compagnie. Les pêcheurs voudraient aussi que l'eau reste jusqu'au minimum 15 avril pour les frayères à brocher. Alors là, ça risque de créer des conflits avec l'agriculteur, parce que lui, l'agriculteur, à partir du 15 février, il veut pleuvoir dessous le marais. Parce qu'il faut le temps que le marais se ressèche pour pouvoir mettre des bêtes pour les mises au marais fin avril. Si jamais on veut que l'agriculteur ait le tard dans le marais, il risque de quitter le marais. Donc c'est pas forcément ça qu'il faut faire, parce qu'automatiquement si l'agriculteur quittait le marais, il n'y a plus d'entretien, et ça serait une réserve, le bois pousse et compagnie, ça serait une réserve nuisible. Difficile donc parfois de trouver un compromis entre les différents acteurs de cet espace. Les marais constituent un environnement à l'équilibre fragile, aussi bien social que naturel, et c'est dans ce contexte que le rôle du parc est primordial, puisque depuis sa création en 1991, il favorise la concertation entre les différents usagers des marais, assure une gestion raisonnée du milieu, afin que celui-ci puisse durablement servir les besoins de tous, tout en restant un formidable réservoir de biodiversité.